OK, je crois qu'on peut commencer là, même s'il y a encore des participants qui arrivent. Bonsoir et bienvenue de la part de la Fondation Heinrich Böll de cette table ronde en ligne qui s'appelle le livre politique. Et aujourd'hui, justement, c'est autour du livre de Aminata Touré, Wir können mehr sein, die Macht der Vielfalt, nous pouvons être meilleurs, le pouvoir de la diversité. Nous sommes vraiment ravis de Aminata Touré peut être parmi nous ici en ligne ce soir et je suis vraiment très très ravi qu'on a la possibilité de discuter justement des sujets qui sont traités dans ce livre de Aminata Touré avec Pape Nendaye. Et je vais aussi présenter les deux, Pape Nendaye qui aussi, lui, est très très en France. Donc, mais avant que je vais aussi présenter nos deux intervenants de ce soir, j'aimerais donner le mot à Nicolas Ehler, qui est le directeur de l'Institut Goethe à Paris. Et on est très, très vraiment heureux qu'on peut faire cette série de livres politiques en coopération avec le Goethe Institut. Donc, merci beaucoup pour cette coopération, vraiment, Nicolas. Et maintenant, c'est tout d'abord à toi. Ja, ganz lieben herzlichen Dank, lieber Jens. Und ich freue mich riesig, muss ich sagen, dass ich Sie, liebe Frau Vizepräsidentin... Pardon, Nicolas, tu dois le faire en français parce qu'on est... Ça, c'est tu as tué la blague, mon cher oui, Jens. Pardon, parce okay. que... Évidemment, en tant que directeur du Goethe-Institut, je commence avec quelques mots en allemand pour tout de suite vous rassurer ici tous présents, ici dans cet espace virtuel, pour vous dire, justement, pour exprimer la grande joie qu'on a d'organiser à nouveau avec vous, la Fondation Heinrich Böll, cette rencontre avec Aminata Touré. Et vous, cher Pape Ndiaye, n'ayez pas peur, je ne vais pas faire de longs discours, juste, ich freue mich riesig. C'est une grande joie de commencer cette année, cette programmation culturelle 2022 avec vous, Aminata Touré. Quelle meilleure manière, c'est Jens qui va vous se charger de discuter avec vous, de présenter ce livre. Donc, encore un grand merci à toi, Jens, la Fondation et toute l'équipe pour l'organisation, comme à Nadia Wolf, ma collègue qui s'est chargée de nous, de cette organisation. Quelle meilleure manière de commencer cette année 2022 avec Wir können mehr sein, die Macht der Vielfalt, le pouvoir de la diversité. Je vous rappelle juste une chose, c'est la Commission de l'Union européenne qui a déclaré 2022, ça sera l'année de la jeunesse. Et je pense ce livre, quel beau livre pour cet encouragement, pour cette année de la jeunesse, de concevoir l'Europe comme c'était le cas avant, et souvent on se trompe aujourd'hui. L'Europe, justement, n'est pas une entité figée, mais comprenons l'Europe comme quelque chose qui bouge, qui est en mouvement et qui s'enrichit de la diversité. Et c'est justement ça avec laquelle, et c'est pour ça que je suis ravi de commencer cette année avec ce beau livre avec vous, Aminata Touré, en discussion avec Pape Ndiaye, parce que quel meilleur encouragement pour la jeune génération de comprendre leur réalité autour d'eux comme quelque chose qui bouge, qui est ouvert et qui doit apprécier et s'enrichir de la diversité. Donc, merci encore. Ich freue mich riesig. Je le répète encore une fois, du côté du Goethe-Institut, de commencer cette année avec vous. Et maintenant, je te laisse la parole à toi, Jens. Et merci d'être là, Aminata Touré, Pape Ndiaye. Le Goethe-Institut est ravi de vous avoir ici ce soir avec nous. Merci. Merci beaucoup, Nicolas Ehler, vraiment, pour ces mots d'introduction. Et j'aimerais maintenant commencer avec une petite présentation, justement, d'Aminata Touré, qui est déjà très connue en Allemagne, elle est un peu moins connue encore en France, mais je pense que ça va aussi changer. Elle est née en Allemagne en 1992 et elle est d'ailleurs la vice-présidente la plus jeune jamais élue d'un parlement en Allemagne. Ses parents venaient comme réfugiés de Mali et elle a passé une partie de son enfance dans différents centres d'accueil, justement en Allemagne. Après son bac, elle a fait des études de sciences politiques et du français à l'université de Kiel et elle a aussi fait des études en Espagne, à Madrid. Ensuite, elle a travaillé comme assistante parlementaire pour la députée verte Lisa Amtsberg, une spécialiste sur les questions de migration et d'asile.
Celle-ci est d'ailleurs, depuis peu, la nouvelle chargée pour les droits de l'homme du nouveau gouvernement d'Allemagne. Aminata s'engageait déjà à son école politiquement dans un projet École sans racisme et dans des projets de soutien pour des enfants issus de l'immigration. Depuis 2012, elle est membre des Verts en Allemagne et elle a commencé justement avec l'engagement chez les Schönwerk, les Die Grüne Jugend, et ensuite chez les Verts dans le Schleswig-Holstein. Et ça allait très très vite aussi, vraiment avec la carrière politique, parce que déjà depuis 2017, elle est députée dans le Parlement de Schleswig-Holstein et elle est responsable au sein du groupe des Verts pour les questions de migration, des réfugiés, du combat contre le racisme, l'égalité des femmes et aussi sur des questions LGBTQI+. Et en plus, sur la politique concernant les religions. Et depuis 2019, enfin, elle est vice-présidente du Parlement, et pas seulement, parce que depuis décembre dernier, elle est une des 2 candidates de tête pour les élections régionales à Schleswig-Holstein le 8 mai. Donc, vous savez très bien qu'en Allemagne, le Länder a beaucoup plus de compétences que les régions en France, et ils sont vraiment des parlements et des gouvernements entiers. Et en ce moment, le Schleswig-Holstein est gouverné par une coalition de la CDU qui dirige le gouvernement et les Verts et les libéraux. Donc les Verts sont aussi au gouvernement, ce qui donne bien sûr une vice-présidente qui vient des Verts, aussi une importance beaucoup plus grande. Et si la campagne électorale va réussir, Aminata pourrait devenir peut-être ministre dans le prochain gouvernement à Kiel, dans le Schleswig-Holstein, après le 8 mai, mais là, on n'est pas encore là, ça serait un peu trop tôt de le dire en ce moment. J'aimerais aussi présenter brièvement Pap Ndai. Il est historien spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et des minorités, et ses travaux s'intéressent également à l'histoire et à la sociologie des populations noires en France. Il est professeur des universités à Sciences Po et actuellement directeur général du Palais de la Porte Dorée et directeur du Musée de l'histoire de l'immigration, d'ailleurs une institution que je trouve vraiment extraordinaire et on n'a pas une institution comparable en Allemagne jusqu'à maintenant, malheureusement d'ailleurs. Et il y a tout juste 2 jours que Pap Ndai était nommé président de la commission Images de la diversité, on va aussi en parler ce soir, et une de ses nombreuses publications est, entre autres, La condition noire, essai sur une minorité française, aussi avec une préface de sa sœur, quelqu'un qui est aussi très connu comme écrivaine, Marie Ndai, et ça c'est très important aussi pour nous comme fondation qui travaille dans le franco-allemand, et elle vit et écrit à Berlin. Ce livre de Aminata Touré, dont nous allons aussi parler ce soir, est extraordinaire. Et ce n'est pas étonnant que ce livre est devenu très vite un best-seller en Allemagne, d'ailleurs. C'est une combinaison d'une autobiographie et d'un essai avec des réflexions sur la société et la politique en Allemagne et sur beaucoup des œuvres sur les questions qui sont traitées dans ce livre. En plus, il y a des poèmes magnifiques et très touchants entre les différents chapitres. J'espère fortement que ce livre va être traduit en français bientôt, ce qui n'est pas encore le cas, il me semble. Par contre, il y a déjà au milieu de ce livre quelques pages en français écrites par la mère d'Aminata. Ça, c'est aussi le livre, vous avez aussi vu ça déjà sur la fiche. Voir. Pour commencer, je me proposais, ou peut-être elle va nous lire une partie de ces pages avant qu'on va rentrer un peu dans la discussion. Donc, Aminata, si tu veux bien, tu pourrais maintenant commencer un peu avec la lecture, et puis ensuite, on va rentrer très vite aussi dans la discussion. Et vraiment, merci beaucoup à toi et aussi à Pap Ndai d'être avec nous ce soir. Oui, merci d'abord aussi pour l'invitation et aussi pour l'introduction. Je suis très contente de pouvoir présenter mon livre aujourd'hui ici. Et il y en a aussi des discutants qui ont dit ça déjà dans le chat. Tonton Jens part parfois. Pour ça que je voulais dire ça encore. Je commence maintenant de lire quelque chose de mon livre. Comme Jens a déjà dit, c'est un part que ma mère a écrit dans ce livre. C'était très important pour moi que ma mère puisse aussi écrire quelque chose dedans, parce que c'est une perspective de la première génération des immigrés qui n'est pas toujours entendue, et pour ça que je voulais que ça fait part du livre. Je commence maintenant.
Ce chapitre s'appelle « Au cœur de la vie d'immigré ». C'est un grand honneur pour moi de pouvoir partager avec vous mon point de vue en ce qui concerne notre vie d'immigré ici en Allemagne, dans ma patrie d'adoption. Ce droit à la parole, je le dois à ma chère fille bien-aimée. Ainsi, je dirais, pour commencer, que ma vie, celle de mes enfants, de mes frères et sœurs, est et restera une lutte de tous les instants, mais une lutte à la géométrie très variable. Certains répondront que chaque vie est une lutte, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je suis parfaitement consciente de cela. Cependant, la nôtre d'autres connotations. Il y a des gens qui exigent que les enfants d'immigrés qui sont pourtant nés ici, qui sont Allemands, qui ne connaissent que l'Allemagne et ne demandent qu'à faire partie de cette société, soient indéfiniment reconnaissants. Je leur dis que ces enfants sont bien sûr reconnaissants, mais que cette reconnaissance ne peut pas et ne doit pas les empêcher d'élever leur voix là où il le faut, que cette exigence confirme une fois de plus l'existence de la discrimination qui subissent ces enfants quand leurs compatriotes d'origine allemande ne se lèvent pas chaque matin en disant merci à l'Allemagne. Ils ne sont pourtant pas sommés d'être reconnaissants s'ils usent de leur droit de libre expression. Nos enfants sont allemands, resteront allemands, penseront allemands. Ils useront sans restriction des acquis, des outils démocratiques de cette société qui sont les leurs. Ils ont surtout droit à la libre expression comme tout autre Allemand. Que personne ne cherche à leur dénier cet outil tant fondamental de notre démocratie si chèrement acquise. Je continue. Je dis infiniment merci à mon pays d'accueil, à mon pays d'adoption pour l'accueil, pour le soutien accordé. À mes concitoyens, je dirais que nul n'est parfait, qu'aucun pays n'est parfait, ni par son passé, ni par son présent, et que mon pays d'adoption n'échappe pas non plus à cette règle de la nature, mais que force est de constater que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aujourd'hui, des efforts considérables ont été faits pour rebâtir cet état de droit et faire de lui une grande nation démocratique, dans laquelle nous autres avons eu la chance de vivre. Nous devons cependant tous être fiers de ceux qui ont lutté pour reconstruire cette nouvelle nation démocratique et reconnaissants envers ceux qui luttent encore pour améliorer, pérenniser cette démocratie, cet état de droit. Je suis personnellement très fière que ma progéniture soit l'une de ces actrices. Merci beaucoup, Aminata. J'espère que mon son est un peu mieux comme ça. Très bien. Donc, parfois, c'est même mieux de le faire sans micro. Donc, merci vraiment pour cette première impression. Aminata, peut-être tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce qui a été pour toi la motivation? Pourquoi tu as écrit ce livre? C'est aussi courageux de le faire parce que c'est très personnel. Oui, c'est vraiment ta vie déjà. Et peut-être aussi un peu présenter les idées, les éléments clés de ce livre. Oui, d'abord, j'ai écrit ce livre parce qu'il y avait en fait beaucoup d'éditeurs qui m'ont demandé si j'aimerais écrire un livre et parce que j'ai toujours aimé écrire. Pour moi, c'est un rituel pour organiser mes pensées, pour réfléchir sur les décisions que je dois prendre tant d'être politicien. Et je trouve que le travail comme politicienne, comme députée demande des décisions rapides. Et tout ça, on fait vraiment rapidement. Et pour moi, écrire, c'est une possibilité de ralentir les choses, réfléchir plus longtemps sur le thème et des choses comme ça. Et vous devez savoir que quand j'ai pris la décision de me présenter aux élections, j'avais 23 ans. Et avec 24 ans, je suis devenue députée à Schleswig-Holstein. J'étais la première personne noire dans ce Parlement. Et en fait, c'était vraiment aussi une décision dure parce que je ne savais pas vraiment qu'est-ce qui va m'attendre si je commence à faire ce travail-là. Je ne savais pas si des gens vont être pas trop contents du fait qu'il y en a une personne noire qui est députée, qui a ce pouvoir. Et pour ça que j'avais l'impression que
parce qu'en Allemagne, on n'a pas assez de gens qui sont au Parlement, qui sont des politiciens, qui ont une origine étrangère. Et parce que je sais que aussi le travail comme politicien est un travail très dur et qu'il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'être dans la politique parce que beaucoup de gens trouvent qu'on ne travaille pas assez, qu'on parle seulement de la salade et des choses comme ça. J'avais l'impression que c'est important de motiver des gens de rentrer dans la politique et surtout aussi des jeunes et surtout aussi des immigrés, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup de décisions qu'on prend sur nous, beaucoup de lois qui nous concernent, mais on n'est jamais assise là-bas pour prendre cette décision avec. Et pour ça que j'avais l'impression que c'est important de motiver les gens pour entrer là-bas. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ne savent pas vraiment comment la politique fonctionne, en fait. Et si on essaie à expliquer comment ça marche, je crois que aussi la peur de rentrer dans les partis, de rentrer dans le Parlement, devient plus petit. Et pour ça que la motivation était d'écrire comment la politique se passe en Allemagne, comment c'est d'être une députée, de motiver les gens de rentrer dans la politique parce que notre démocratie a besoin des gens qui ont envie de travailler dans ces métiers. Et on ne peut pas avoir un Parlement où des politiciens seulement qui sont blancs, seulement qui ont seulement plus de 50 ans, qui sont tous des juristes et des choses comme ça. On a besoin de la diversité du peuple parce qu'en fait, nous, on représente le pays, en fait. Et pour ça que le Parlement doit aussi être divers. Ça, c'est la position que moi, je prends. Et de tout ça, j'écris dans ce livre quel effort on doit faire dans ce pays pour abattre le racisme, par exemple, quel effort on doit faire pour abattre la violence contre les femmes dans notre pays. Toutes ces choses-là, je discute dans ce livre. Et comme tu as déjà dit, Jens, j'ai écrit aussi des poèmes politiques et personnels dans ce livre parce que moi, personnellement, j'avais toujours l'impression quand moi, j'ai lu des livres ou j'ai lu d'autres choses que les poèmes ont une force, en fait, parce que dans peu de phrases, on peut écrire des sentiments ou une vision qui sont très, très, oui, qui rentrent dans le cœur. Je ne sais pas comment on dit ça en français parfaitement, mais j'avais l'impression que les poèmes m'ont toujours touchée. Parce que j'aime beaucoup lire les livres des féministes noirs des États-Unis ou de l'Afrique ou ici en Allemagne ici, qui ont souvent aussi utilisé la méthode d'écrire des poèmes. J'ai aussi utilisé cette méthode dans mon livre et j'ai écrit plusieurs des poèmes parce que je trouve que c'est important de ne pas seulement essayer d'écrire, mais aussi de décrire qu'est-ce qu'on sent. Et pour ça que j'ai écrit ce poème aussi dans ce livre. Oui, et j'ai aussi décrit comment c'est de grandir dans un pays où la majorité est blanche, comment c'est d'être une femme noire en Allemagne, comment c'est si on grandit dans un camp de réfugiés. Et qu'est-ce que tout ça veut dire pour les chances qu'on a dans une société et quelles barrières on rencontre aussi dans une vie comme ça. Et c'est aussi quelque chose que ma mère a écrit dans son chapitre, que oui, c'est difficile aussi de grandir ici. Il y en a beaucoup de choses qui sont bien, qui marchent bien, mais on doit toujours parler aussi des choses qu'on peut améliorer. Et ça, c'est ce que j'écris aussi dans ce livre, que la démocratie est une chose bonne, mais qu'on doit travailler pour qu'elle reste forte. On a besoin des gens qui s'investissent dans la politique pour la société. Et oui, j'essaie d'écrire tout ça dans ce livre. Et il semble qu'il y a un très grand intérêt pour ce livre. Tu l'as seulement publié en été, fin d'été, et c'est devenu très vite un best-seller sur la liste Spiegel, du Spiegel, donc la Spiegel Bestsellerliste, ce qui est des listes principales en Allemagne sur ces questions. Donc, comment sont les réactions à ce livre? Qu'est-ce que tu as comme réaction? Et il semble que tu es aussi en train de devenir un peu un modèle pour beaucoup de jeunes, surtout. C'est aussi peut-être une responsabilité un peu lourde parfois. Tu en parles aussi dans ton livre. Mais tout d'abord, c'est quoi les réactions? Et oui, comment tu fais avec?
Oui, il y en a beaucoup de réactions. Presque chaque jour, quelqu'un ou quelqu'une m'écrit et dit qu'ils ont, ou elle a écrit, a lu mon livre et qu'ils pouvaient comprendre qu'est-ce que j'ai écrit dans ce livre et que leur situation était pareille, par exemple, parce qu'ils ont aussi grandi dans un camp de réfugiés où ils connaissent comment c'est si s'il y en a la discrimination contre soi-même et des choses comme ça. Il y en a beaucoup de gens qui disent que maintenant, ils comprennent un peu plus comment la politique fonctionne, qu'ils ont envie de rentrer dans des partis, qu'ils ont envie de s'engager aussi, par exemple, et qu'ils ont toujours eu oui, l'envie de faire ça, mais ils ne sont pas rentrés dans les partis. Et ça, ce sont des réactions qui sont formidables parce que ça, c'est exactement ce que je voulais, qu'il y en a beaucoup de gens, surtout des jeunes qui ont envie de rentrer dans la politique. Mais qu'est-ce qui est aussi très intéressant à observer est que il y en a aussi beaucoup de gens vieux, en fait, qui m'écrivent et qui disent que peut-être je n'ai pas écrit ce livre pour eux, mais qu'ils étaient très impressionnés, qu'ils ont compris plus de la situation des immigrés en Allemagne, par exemple, ou qui eux-mêmes, ils ont aussi envie de rentrer dans la politique. Et toujours quand je reçois des lettres comme ça, je réponds que je suis content que même si on a 70 ans, on a l'impression, envie de rentrer dans la politique, de changer quelque chose dans notre société, c'est bien. Parce que pour moi, en fait, ce n'est pas seulement le fait qu'on a besoin de politiciens jeunes, je crois qu'on a besoin de politiciens qui ont envie de changer quelque chose dans notre société, qui ont envie de vraiment de changer quelque chose et de vraiment représenter les gens qui les ont élus et qui voient la responsabilité que ça mène si on est une politicien ou un politicien. Parce que je crois qu'il y en a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment, ils ne croient pas vraiment à ce que nous on dit en tant d'être politicien, ne croient pas au système et des choses comme ça. Et tout ça, c'est vraiment dangereux dans une démocratie si les gens n'ont pas confiance dans les gens qu'ils ont élus. Et pour ça que tout ça, toutes les impressions, toutes les lettres, tous les emails, tous les messages sur Instagram et des choses comme ça sont vraiment formidables. Je suis vraiment contente. J'avais un peu peur aussi avant que j'ai publié ce livre. Est-ce que c'est trop personnel? Est-ce que je suis trop jeune pour écrire un livre comme ça et des choses comme ça, mais la réaction me montre que je ne suis pas trop jeune, que je n'ai pas écrit mes mémoires. J'ai écrit un livre où je décris la situation maintenant. J'ai décrit comment les 29 ans que je vis en Allemagne, je suis née en Allemagne, était pour moi qu'est-ce que je crois qu'on doit changer et quelles sont mes ambitions. Et pour ça que je suis très contente que les réactions sont très positives. Ah, ça, je dois dire, ça fait vraiment aussi plaisir d'entendre que ça motive beaucoup, peut-être aussi des jeunes, de s'engager, de l'ouvrir pour la politique, parce que là, en France comme en Allemagne, on a justement un grand problème avec la question de la confiance. Et beaucoup de jeunes qui s'engagent dans des ONG et autres, mais qui ne veulent pas faire le pas dans la politique, justement. Ah, Ndaye, vous avez travaillé sur les mêmes questions qui sont abordées dans ce livre de Aminata Touré, mais vous avez travaillé comme scientifique, comme historien, vraiment, justement, sur beaucoup des conditions des questions aux États-Unis, sur la France. Donc, comme vous voyez justement cette question de représentation dans les institutions de la société, dans les médias, vous êtes maintenant aussi, je l'ai dit, le président, au plus de la diversité dans les images aussi, par exemple. Et maintenant, vous êtes aussi, comme on en avait dit, directeur du musée de l'histoire de l'immigration, ce qui est un musée extraordinaire, qui montre à quel point, d'ailleurs, si je peux juste dire ça aussi, que la culture française est justement vraiment construite par beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, par exemple, que Astérix et Obélix était inventé par deux enfants de l'immigration. Vraiment des parents de l'immigration. Donc, et c'est un symbole pour la France aujourd'hui, Astérix et Obélix, que je trouve formidable, ou les opérettes de Offenbach, un Allemand juif d'Alsace, qui sont aujourd'hui un symbole pour la culture française. Et je pourrais continuer. Vous avez une exposition extraordinaire où c'est responsable de Picasso, l'immigré, que j'ai vu avec vraiment beaucoup d'enthousiasme, qui montre comme Picasso, un des grands stars de la culture française aujourd'hui, on dit, était traité comme immigré anarchiste et tout ça par la France pour très longtemps. Donc, comment vous voyez cette situation, cette question en France aujourd'hui?
Merci beaucoup, Jens. Merci pour votre invitation. Aussi, merci, Nicolas, pour la Fondation Goethe. C'est un grand plaisir de converser à nouveau avec Aminata. Je ne peux malheureusement pas lire le livre d'Aminata car je ne suis pas germaniste, mais ça me donne envie d'apprendre l'allemand. Mais je pense que le livre sera traduit plus rapidement en français que moi, je mettrai le temps qu'il faut pour apprendre l'allemand, mais je vais quand même essayer un jour ou l'autre. Ce qui me semble intéressant, parmi bien d'autres questions, c'est le fait qu'il existe désormais en Europe une partie de la population qui est une population noire. Il y a en France des débats pour savoir comment appeler cette population. Certains proposent de parler d'afro-européens, comme il existe des afro-américains ou d'afro-péens, un néologisme pour désigner cette partie grandissante de la population européenne qui est issue ou qui fait partie de la diaspora africaine, que ce soit des personnes qui sont venues d'Afrique directement ou par leurs parents, ce qui est le cas d'Aminata ou ce qui est mon cas, ou bien des personnes venues de la Caraïbe, par exemple, qui composent aussi une partie importante de la population française. Et cette population grandissante, elle n'est pas simplement une population immigrée, c'est-à-dire une population de gens venus d'ailleurs, mais ce sont des gens qui sont nés en Europe, en France, en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe, qui a la nationalité du pays européen, qui se sent européenne à bien des égards, même si elle a des attaches avec le continent africain, et qui, dès lors, aspire à des formes de représentation politique, à la participation citoyenne pleine et entière. Or, il faut bien reconnaître que, en France comme en Allemagne, la vie politique ne reflète pas tout à fait la diversité culturelle et d'origine de la population française ou de la population allemande. C'est vrai du point de vue du genre, d'ailleurs. Les femmes, en France, il n'y a jamais eu d'ailleurs de femmes politiques qui aient l'ampleur ou l'envergure d'Angela Merkel, évidemment, mais la participation des femmes demeure encore minoritaire. Je suppose aussi que c'est le cas en Allemagne, mais c'est vrai aussi pour les groupes, disons, ethno-raciaux, faible représentation, une faible visibilité de celles et ceux qui sont issus d'Afrique, d'Asie ou d'autres régions du monde. Et donc, il y a bien une question qui se pose, qui est une vraie question démocratique, de savoir comment on fait pour que la vie politique reflète mieux la diversité des sociétés. Cette question-là, elle ne relève pas simplement d'une homologie entre le personnel politique et la société. Une personne, n'importe quelle personne élue peut représenter n'importe quelle autre. Par exemple, Aminata, je suppose que vous représentez dans votre région beaucoup de personnes qui n'ont aucun lien avec l'Afrique, et pourtant vous parlez en leur nom. Donc, il ne s'agit pas de penser une représentation qui se ferait en fonction des groupes. Il y a une universalité de la position politique. Mais ce dont on parle ici, que ce soit au Parlement allemand ou dans un Parlement régional ou au Parlement français, c'est de la représentation de problèmes sociaux qui sont mal représentés à l'échelon politique. Autrement dit, s'il faut plus de femmes, s'il faut plus de personnes en situation de handicap, s'il faut plus de minorités dans la vie politique, ce n'est pas simplement parce qu'il faut refléter la société, c'est parce qu'il faut refléter tous les problèmes de la société. Vous voyez, c'est le problème de la représentation des problèmes qui se pose, c'est-à-dire de faire de telle sorte que, au Parlement allemand, par exemple, il y ait des personnes qui puissent parler de manière
éloquente des questions de racisme ou de discrimination. Vous pouvez me dire que, bien entendu, n'importe qui peut parler de ces questions. Mais l'expérience prouve qu'il vaut mieux avoir plus de femmes, par exemple, au Parlement, si l'on veut que les questions relatives aux violences sexuelles et sexistes soient mieux traitées au Parlement. Si l'on veut que les questions d'antiracisme soient mieux traitées à l'échelon politique, eh bien, il vaut mieux avoir également plus d'hommes et de femmes politiques qui ont une expérience personnelle, familiale, qui ont des attaches avec des groupes qui font l'expérience de formes variées de racisme et de discrimination. Donc, cette question, elle est très importante. Au-delà de la représentation politique, il est clair que se posent aussi des questions qui sont des questions plus sociales et culturelles. Autrement dit, du côté de la France, lorsque les Français se représentent eux-mêmes, ils se représentent encore très largement comme un monde blanc. Et donc, la question, c'est de savoir comment la société se représente elle-même, comment elle se donne dans sa représentation. Et il faut admettre qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire du point de vue de la capacité des sociétés européennes à intégrer toutes ces parts, y compris ces parts non blanches, et à faire de ces sociétés des sociétés qu'on pourrait qualifier de multiculturelles. C'est d'ailleurs quelque chose qui peut avoir une importance quant à la manière dont la France ou l'Allemagne ou l'Union européenne entretiennent des relations avec le reste du monde. Il n'y a pas longtemps, s'est déroulé un sommet franco-africain à Montpellier, et pour la première fois, un président de la République, c'était Emmanuel Macron, a parlé de l'importance de la diaspora africaine en France. C'est la première fois qu'un président utilisait le terme de diaspora, comme une sorte de reconnaissance officielle, en quelque sorte, ce qui ne va pas de soi dans un pays comme la France où l'universalisme républicain, en général, interdit le vocabulaire de la diaspora, des groupes qui sont autres que des groupes, que le groupe universel de la citoyenneté, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais qui se heurte aussi à des résistances extrêmement fortes. Et là, je veux mentionner au passage quand même l'existence de forces populistes d'extrême droite très puissantes en Allemagne, mais aussi en France. Et on arrive en campagne présidentielle bientôt, et vous savez à quel point l'extrême droite est puissante et développe un discours qui est un discours suprémaciste blanc, très clairement, que l'on a bien connu aussi aux États-Unis ces dernières années avec le discours de Trump, ou que l'on a bien connu dans d'autres pays comme le Brésil de Bolsonaro, par exemple. Donc, il y a aussi des sujets d'inquiétude très, très, très forts liés à cette centralité des discours réactionnaires dans la vie politique et médiatique française, en même temps que les sociétés elles-mêmes sont des sociétés plus métissées qu'avant, des sociétés qui certainement ont changé de façon très, très importante. Et c'est pour ça que des musées comme le mien ou bien d'autres musées ont un rôle aussi pour un rôle pédagogique en quelque sorte, pour montrer aussi que les populations noires de France, par exemple, sont installées depuis longtemps. En réalité, ça n'est pas un phénomène récent. Il y a une longue histoire depuis le XVIIIe siècle, avec évidemment une accentuation récente, mais c'est aussi tout un travail pédagogique qu'il faut faire pour montrer aux Français eux-mêmes à quel point leur pays a été profondément modelé par les courants migratoires qui sont venus d'Afrique et d'ailleurs. C'est pour ça que le musée de l'immigration a de l'importance, même si, bien entendu,
un musée à lui seul ne peut pas transformer la vie politique, mais c'est déjà un pas en avant important que l'on fait et ce sont des choses que l'on essaye de proposer à la société puisqu'il s'agit d'un musée national. Merci beaucoup, Ndai, déjà vraiment pour votre intervention. Et vous avez parlé à quel point il y a des blocages et aussi un discours qui est justement un discours qui essaye vraiment de diffamer l'idée d'une diversité de la société aussi. En plus, ça, ce n'est pas du tout, bien sûr, le cas de l'universalisme républicain, mais quand même aussi, il y a en France cette idée qu'on ne peut pas parler des minorités, ou par exemple les populations noires, parce que toutes sont des Français. Tout le monde était assez étonné quand il y avait un grand mouvement de Black Lives Matter en France. Moi, j'ai vu ça aussi Place de la République. C'était aussi le boulevard périphérique où ils se sont rassemblés plus de 20 000 personnes, comme ça. Donc là, que quand même ça existe comme groupe. Donc, c'est justement là où j'aimerais aussi revenir vers Aminata, parce qu'Aminata Touré, elle était dans des groupes de négociation pour le contrat de coalition en Allemagne, qui est la base pour le nouveau gouvernement en Allemagne. Et ce qui est, il me semble assez extraordinaire pour ce nouveau gouvernement, une grande différence avec tous les gouvernements conservateurs avant, c'est que là, la diversité, premièrement, l'Allemagne est décrite comme un pays d'immigration moderne et aussi justement une société où il y a la diversité et que la diversité est une richesse pour la société, très clairement. Donc ça, c'est maintenant vraiment le programme du nouveau gouvernement. Peut-être tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus, Aminata, parce que toi, tu étais justement vraiment là-dedans et tu as aussi écrit ce contrat de coalition. Oui, exactement. Et je crois qu'on peut aussi ici commencer avec le mouvement de Black Lives Matter parce que ce mouvement a changé quelque chose. La manière comment on a discuté sur le thème du racisme en général en Allemagne. Ça a changé beaucoup. On a discuté du fait que ce n'est pas seulement une question qu'on se pose si on est à la maison ou si on marche sur la rue, des choses comme ça, mais que ce sont des problèmes qui sont aussi institutionnels, par exemple, que ce sont des problèmes qui sont aussi dans la structure de notre société. Et pour ça parce qu'il y en avait beaucoup de discussions, un grand discours concernant ce thème, c'était aussi clair dans un contrat de coalition qu'on a écrit que ce thème doit aussi être dedans. Parce que si on compare maintenant, par exemple, le traité de coalition du gouvernement passé, on a aussi créé des choses sur le racisme, mais l'attitude a changé concernant ce thème, qu'on doit vraiment faire quelque chose et que c'est aussi une question qu'on doit discuter politiquement, que la politique peut faire quelque chose aussi, parce que ça, c'est toujours une chose que beaucoup de politiciens, je crois, n'ont jamais accepté, que c'est un devoir qu'on doit faire, que c'est notre responsabilité de faire quelque chose contre ça, qu'on peut écrire des lois, qu'on peut renforcer des lois, par exemple, qu'on veut lutter contre le racisme, l'extrémisme des droites, qu'on veut supporter, par exemple, plusieurs des communautés, par exemple, la diaspora africaine, par exemple. On a écrit ça explicitement dans ce traité. On a écrit beaucoup de choses comme ça dans ce traité et je crois aussi que beaucoup de gens, et surtout les politiciens qui sont maintenant dans la responsabilité sur le niveau national, sont maintenant dans la responsabilité de vraiment mettre ça dans des lois. Et je crois qu'on a écrit une base qui est très bien pour changer quelque chose dans ce thème. Et c'était la première fois que, par exemple, aussi la groupe des Noirs, par exemple, ont été écrits dans ce traité de coalition. Ça, ce sont 2-3 choses que je peux dire qu'on a écrit dans le traité de coalition. Et je suis très contente. Beaucoup de gens nous ont écrit après cela qui sont très contents que ce gouvernement veut vraiment changer quelque chose concernant ce thème. Et on va voir comment ça va réussir les 4 ans qui viennent maintenant. Si je puis rebondir sur cela, je dirais que une des grandes différences, ou peut-être 2 grandes différences entre la France et l'Allemagne de ce point de vue, c'est que du côté allemand, vous n'avez pas comment dirais-je, cette structure
de l'universalisme républicain avec cette notion de citoyenneté abstraite qui rend la réflexion sur les questions de diversité souvent difficile et suspecte en France. Donc, il y a peut-être un peu plus de liberté intellectuelle et politique dans la manière dont les sujets peuvent être abordés. À l'inverse, je dirais qu'en France, il y a peut-être une histoire plus ancienne et plus importante liée au fait que la France a été un empire colonial beaucoup plus important que l'empire colonial allemand, et donc une familiarité plus grande en France avec les populations extra-européennes, avec une visibilité qui remonte à l'entre-deux-guerres. Disons qu'à partir de la Première Guerre mondiale, il y a une visibilité de populations noires, par exemple, qui était beaucoup plus importante en France qu'en Allemagne, même s'il existait une population noire en Allemagne dans l'entre-deux-guerres, avec toutes les difficultés évidemment qu'elle a pu subir, mais c'était pas du tout dans les mêmes proportions que la France. Donc il y a peut-être une familiarité plus grande avec une histoire d'immigration très forte en France et plus forte historiquement qu'en Allemagne, et à l'inverse une rigidité plus grande des structures politiques françaises à l'égard des questions de diversité. Mais justement, il me semble que, merci vraiment pour ça, il me semble que la France, c'était pour très longtemps, c'était vraiment un pays d'asile et d'immigration. Je veux dire, à Paris, il y avait tellement aussi des gens, des intellectuels, des écrivains, d'ailleurs aussi écrivains, intellectuels, artistes, hommes et femmes politiques allemandes qui se sont enfuis ici et qui ont survécu grâce à ça. C'était très longtemps. Et là, cette idée de la citoyenneté républicaine en France, c'était quand même, il me semble, longtemps une approche assez inclusive avec une idée d'une certaine façon. Mais là, on a l'impression, avec les débats et tout ça, on a l'impression que tout ce qui est immigration et ses conséquences est qu'un problème et pas du tout une approche que c'est une contribution, une richesse aussi, une chance et une réalité depuis longtemps du pays. Et on a aussi un peu l'impression que cette idée de la citoyenneté républicaine est de plus en plus un concept qui essaie de justement mettre en dehors plusieurs groupes de la société, d'être plutôt exclusif qu'inclusif. Mais la citoyenneté républicaine a aussi été historiquement en France très exclusive. Si vous pensez aux périodes coloniales, les périodes coloniales sont caractérisées justement par des statuts politiques différents. À certains, la citoyenneté, à d'autres, le statut de l'indigénat. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un empire si ce n'est qu'une structure politique où la population est structurée en groupes différents avec des droits différents. Et donc, le grand bémol de l'universalité de la citoyenneté française, ça a précisément été la question coloniale et la manière dont, en France, certains avaient des droits et d'autres pas, selon leur statut. Oui, ça, il me semble aussi, vous travaillez là-dessus, mais toute la question de comment traiter le colonialisme, qui est aussi une part de votre musée, déjà par les peintures. Et le bâtiment, de la Porte Dorée, c'était justement un bâtiment pour une exposition sur les colonies. Et si on voit les peintures qui sont bien contextualisées aujourd'hui, mais si on voit les peintures avec les Français bien habillés, tout ça, en 10 ans civilisés, qui donnent la culture et tout dans les colonies, tout là, on comprend quelle image, quelle idée. C'était, oui, absolument. Et justement là, j'aimerais quand même revenir un peu aussi sur les questions qu'on a déjà maintenant, parce qu'il ne nous reste que 15 minutes là, avant qu'on va finir ici notre échange. Et il y a des questions que vous pouvez aussi voir. Par exemple, là, il y a une question-réponse. Ça a Aminata Touré. Si j'ai bien vu, quels sont vos modèles d'engagement politique, les gens qui vous inspirent
beaucoup inspiré. Bon, ça, peut-être aussi dire parce que ça fait aussi partie du livre. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont inspirés des livres aussi, qui ont beaucoup inspiré, dont on parle, mais peut-être tu peux dire un peu plus aussi sur ça, Aminata. Oui, dans la politique, je dirais toujours, je dis toujours, c'était Barack Obama, par exemple. J'avais aussi le plaisir de le rencontrer en 2019 quand il était ici à Berlin. Je pouvais le présenter à Berlin. Et personnellement aussi ma mère qui m'inspire toujours. Et aussi des écrivains comme par exemple Audre Lorde ou Bell Hooks ou aussi des activistes, par exemple, qui vivent en Allemagne, comme Maya Yim, une écrivaine noire aussi, ou Tupac Ogette ou Alice Hastas. Il y en a beaucoup de gens qui m'inspirent dans mon travail. Oui. Merci. Et on a aussi justement une autre question. Aussi à toi, Aminata, pensez-vous qu'un parlement doit être le reflet de la société et que les groupes de population ne peuvent être représentés que par leurs propres représentants? Non, ça, je ne crois pas qu'on peut seulement être représenté par seulement quelqu'un ou quelqu'un qui a vécu la même chose, qui a la même couleur de peau, des choses comme ça. Mais comme Pape Ndiaye a dit tout de suite, la question est si les gens qui sont dans le Parlement reflètent sur les thèmes qui nous concernent. Et c'est que moi, j'ai vécu en Allemagne est que les 30 ans que je vis, ou presque 30 ans que je vis en Allemagne, qui est toujours quand j'ai allumé la télé et il y en avait des politiciens qui ont parlé des immigrés, ils ont parlé du racisme ou des choses comme ça, j'avais toujours l'impression qu'ils n'ont jamais parlé avec une personne qui est noire, par exemple, ou une personne ou un immigré, en fait. Parce que j'avais toujours l'impression qu'ils parlent de nous, mais personne de nous est assise là-bas. Je ne dis pas que parce qu'il y en a une députée qui est noire, qui est assise au Bundestag à Berlin, que ça veut dire automatiquement qu'elle a la même position que moi. Ça ne veut pas dire aussi automatiquement qu'elle va lutter contre le racisme, par exemple. Ça ne veut pas dire ça exactement. Mais je crois qu'il y en a beaucoup de gens qui rentrent dedans, ils disent que la représentation est importante et on doit parler des sujets, par exemple. Prenons l'exemple de moi-même. À Schleswig-Holstein, où moi je suis politicienne, députée, c'est la première fois qu'on a discuté beaucoup et profondément du thème racisme depuis que je suis là. Tous mes collègues disent ça eux-mêmes aussi, qu'on discute tous ces thèmes comme ça vraiment profondément. On a fait un plan d'action contre le racisme. On parle avec la police, on parle avec les écoles, avec les universités, avec tous les gens. On parle de ce sujet parce que j'ai pris ce thème-là et j'ai mis ça dans le Parlement. Et ça, c'est ce qui est important. Je crois aussi qu'il y en a des gens blancs qui peuvent faire ça. Pas de question, mais je n'ai pas vu ça dans les 30 ans passés. Je n'ai pas de problème avec le fait si d'autres font ça. Il y en a aussi des hommes qui peuvent lutter pour les femmes ou les sujets des femmes. Mais ce qu'on voit est que la réalité est que parce que souvent, c'est comme ça si les thèmes te concernent toi-même et si tu vois que ça concerne aussi le groupe que tu représentes. Parce que ça n'a rien à voir avec le point que je dis, c'est moi mon problème personnellement que je veux discuter dans le Parlement. C'est un problème d'un groupe, c'est un problème d'une société, c'est un problème démocratique en fait. Et pour ça que c'est souvent important que les gens eux-mêmes qui survivent toutes ces choses-là sont dans le Parlement et discutent ces thèmes. Mais ce que moi je veux en fait est que c'est pas important que je suis là, que les autres voient ça comme un travail qu'ils doivent faire en tant d'être député ou politicien. Mais ma motivation pour entrer dans la politique était parce que j'ai vu un manque de ça. Et pour ça que je crois que c'est important qu'on commence parfois comme ça. Mais à la fin, moi, je ne représente pas seulement les immigrés à Schleswig-Holstein. Je représente 3 millions de Schleswig-Holsteinerinnen, comme on dit. Je représente tous ces gens-là. Et je discute aussi sur le thème du racisme, mais aussi beaucoup d'autres thèmes, en fait. Mais je crois que c'est aussi important pour beaucoup de gens qui font part de cette société, qui voient que ce n'est pas impossible qu'on fait part du Parlement, par exemple.
On avait l'année 2017 et j'étais la première députée noire à Schleswig-Holstein. Il faut s'imaginer ça. Ça veut dire qu'il y en a seulement à peu près 3 personnes, 3 immigrés ou 3 personnes qui ont des parents qui étaient des immigrés qui sont dans le Parlement alors qu'on a 75 personnes. Ça veut dire qu'on a un manque de représentation et ce n'est pas seulement un manque de représentation, mais c'est aussi une question de pouvoir. Ça, c'est une chose qu'on ne doit pas oublier aussi parce qu'ici, on ne fait pas part du cercle où le pouvoir se passe. Ça veut dire aussi que beaucoup de gens n'ont même pas la possibilité de faire part de ça. Et ce que notre Constitution nous dit est que on est tous égaux, qu'on est tous les mêmes, en fait. Et ça veut dire qu'on doit aussi participer dans les endroits où on décide sur la manière comment on veut vivre dans une société. Et pour ça que c'est important qu'on fait part de ça aussi. Oui, merci. Je crois que c'est aussi un signe très clair que tu as été élue par les Verts comme une des 2 candidates de tête, vraiment pour la campagne électorale, parce que l'idée, c'est maintenant de justement diriger toute une région, Schleswig-Holstein, avec toutes les questions. Hein, et c'est une région d'ailleurs très intéressante en Allemagne, parce que c'est une région entre les 2 mers, ce qui est vraiment très spécial. Il y a le mer Baltique et le mer du Nord, de 2 côtés. Donc, il y a beaucoup de questions qui ne sont pas du tout surliées à la question de l'immigration ou des minorités ou autres. Donc, je crois là, c'est très clairement, et toi, comme candidat de tête, maintenant, tu dois justement discuter sur tous ces sujets-là, tous les jours. Donc, bien sûr, les parlementaires doivent discuter de questions qui sont très, très variées et ils représentent des segments très larges de la population. Ce dont on parle ici, c'est de la possibilité de faire exister des préoccupations qui historiquement ne sont pas présentes dans les enceintes parlementaires. Mais ça ne signifie pas que les parlementaires se spécialiseraient et ne deviendraient que des porte-paroles sur les questions antiracistes. En écoutant Aminata, je pensais à cette fameuse formule de Nelson Mandela qui disait « Tout ce qui se fait pour nous, mais sans nous, à la fin, c'est contre nous ». Et donc, ça veut dire que quand on parle de questions féministes, par exemple, eh bien, il faut le faire avec les femmes. Ça ne se fait pas sans les femmes. Quand on parle de questions liées à l'antiracisme, il faut le faire avec les personnes qui sont vulnérables ou potentiellement ou réellement des victimes. Il faut écouter les personnes concernées. Et donc, il y a bien la question de la représentation de ces problèmes dans les enceintes parlementaires, au-delà des discours de bonne volonté. Mais il faut aussi des gens qui puissent avancer sur ces questions, qui aient suffisamment de persévérance et de savoir-faire et d'attachement presque personnel lié à ces questions. C'est pour ça que la question de la diversité est aussi importante dans la vie politique. Ce n'est pas une question cosmétique, c'est une question liée à la bonne représentation de toutes les questions qui se posent dans la société. Et donc, il faut, je pense, militer pour ça, y compris dans des régions comme le nord de l'Allemagne, qui ne sont pas a priori des régions de diversité. Mais évidemment que ces questions se posent et qu'elles vont se poser de plus en plus dans le futur, parce que l'Allemagne comme la France sont des pays qui, enfin l'Allemagne plus récemment que la France, bien sûr, parce que la France est historiquement un grand pays d'immigration, c'est moins le cas de l'Allemagne, mais depuis quand même assez longtemps maintenant, il y a des millions de personnes qui viennent du monde entier, qui s'installent en Allemagne. Et à chaque fois que je vais dans une grande ville allemande, je suis surpris par la grande diversité que l'on trouve désormais en Allemagne. Et donc, la question de la représentation politique, évidemment, se pose. Et la question, donc, c'est bien celle de la représentation des difficultés, des questions, des revendications que peuvent avoir les groupes qui composent la société allemande. Oui, merci vraiment aussi pour ça, il me semble, mais ce n'est pas seulement, il me semble, une question pour la représentation politique qui est très importante, mais il y a aussi toute la question comment combattre les questions de discrimination et des inégalités. Nous, comme fondation, on a soutenu le concours d'éloquence de la Fondation des femmes,
qui s'est déroulé lundi soir au théâtre de l'Odéon, ce qui était assez impressionnant. Et la femme, la candidate qui a gagné, c'est une jeune femme noire du 93, une jeune avocate qui a grandi dans le 95, qui a ensuite fait des études de droit à la Sorbonne. Et elle a fait un discours extraordinaire, d'accord. D'ailleurs, ce discours va être mis en ligne, aussi par la Fondation des femmes, et nous, on va soutenir ça. Elle a fait un discours extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être une femme noire qui est née et qui grandit dans le 93, qui quand même essaie de faire des études de droit et tout ça, et qui a quand même fait très clairement parler de toutes ces différentes inégalités et discriminations comme femme noire aujourd'hui dans la réalité de la société en France. C'était vraiment très clair et très touchant d'ailleurs. Et elle a très clairement gagné avec ce discours qui est un discours extraordinaire. Mais comment est-ce qu'on peut combattre cette réalité qui est quand même encore une réalité aujourd'hui? Peut-être, oui. Très rapidement, et deux choses qui ne vous surprendront pas, il faut à la fois une mobilisation politique par le haut, c'est-à-dire par l'État ou les institutions publiques, avec des institutions qui soient suffisamment puissantes. Alors, par exemple, en France, il existe le défenseur des droits qui s'occupe des questions de discrimination et qui a maintenant une certaine influence et un certain pouvoir, même s'il faut mieux faire encore. Et puis, en même temps, il faut aussi des formes de mobilisation de la société. Il faut aussi du bottom-up. Il ne faut pas que du top-down. Il faut que ça vienne du haut, mais il faut aussi des formes de mobilisation de la société. C'est-à-dire qu'il y ait un monde associatif qui soit vivant, qui soit organisé, avec des associations qui portent les demandes, les sensibilités, les torts et les méfaits vécus par les différents groupes. Et donc, il faut aussi penser à la structuration de la société civile. Il y a une grammaire politique, en quelque sorte, qui admette comme un élément essentiel de la démocratie la vitalité associative, y compris les associations d'immigrés, les associations de personnes non blanches, etc., qu'il faut écouter pour pouvoir engager des politiques qui se fassent, comme Mandela le disait, avec les personnes et pas sans elles. Merci vraiment pour ça. Aminata, qu'est-ce que toi tu dis sur cette question? Et j'aimerais aussi ajouter directement, parce que ça c'est quand même aussi ton dernier mot avant qu'on va maintenant finir. Là, il y avait encore une question dans le chat aussi. Quels sont vos souhaits pour l'avenir? Quelle est la suite pour vous? Donc, je crois que ça c'est bien aussi pour la fin justement, mais avant aussi la question comment combattre ces discriminations et inégalités existantes. Je dirais exactement la même chose, qu'on a besoin d'un changement dans la politique, mais aussi dans la société. J'ai l'impression qu'on doit faire visible qu'il y en a une inégalité dans notre société et que c'est un problème pour notre démocratie. Ce n'est pas un problème personnellement. On doit voir ça comme un problème de notre démocratie. Et ce que j'espère aussi est que surtout les jeunes immigrés qui sont et aussi les jeunes qui ne sont pas des immigrés dans notre société voient qu'un changement est possible et que nous-mêmes, on peut se mettre dedans, qu'on peut discuter ces choses, qu'on peut dire avec une confiance en soi-même qu'on a le droit de faire participer dans le Parlement, dans la politique, par exemple, ou d'autres positions qui sont importantes pour changer notre société. Et j'espère aussi que surtout les gens voient que tout le monde peut faire part dans ce changement et que c'est rien qu'on peut seulement observer, mais qu'on a une responsabilité de changer cette situation. Et la question, je n'ai pas compris où je me vois moi-même ou mon parti. Où je oui, non, toi-même, qu'est-ce que sont tes souhaits? Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir? Tu te vois pour l'avenir? Oui, on a les élections cette année dans 4 mois. J'espère qu'on va être vraiment fort en train d'être vert ici à Schleswig-Holstein et qu'on peut, oui, qu'on va être très fort, oui, les premiers. Et une dernière question à toi, justement. Est-ce que déjà il y a une traduction française qui est prévue ou pas encore?
C'est pas encore prévu, mais mon lecteur parle aussi français et je lui ai dit aussi qu'on a besoin de mon livre en français. Je vais lui demander encore une autre fois après. Oh non, mais on pourrait aussi, comme fondation, s'engager pour ça. Ouais, justement, parce que je crois que ce serait pas mal, vraiment, ce serait même très, très bien d'avoir la possibilité d'avoir ce livre en français. Donc là, vraiment, on est à la fin déjà. On pourrait continuer encore longtemps, mais vraiment, là, on arrive à la fin de notre échange. Merci beaucoup, vraiment, à Aminata Touré. Merci beaucoup à Papendaï pour cet échange, cette table ronde qui me semble était vraiment très, très, très enrichissant. Et là, il y a beaucoup de sujets qu'il faut encore discuter, ça c'est clair, mais on ne va pas tout résoudre et tout faire ce soir. Donc, vraiment, merci à vous. Et merci beaucoup à Nicolas et l'Institut Goethe pour cette belle coopération. Merci aussi beaucoup, vraiment, à tous nos collègues qui ont contribué à cette soirée, comme Julie Bert, Camille Barlier, et aussi Lionel, notre stagiaire, qui a fait beaucoup, à Nadia Wolf, aussi du Goethe Institut. Donc, merci vraiment à vous toutes et à vous tous. Et oui, si vous, quand même, pouvez déjà lire l'allemand, je vous conseille vraiment ce livre, Aminata Touré, et sinon, il faut attendre jusqu'à ce qu'il va avoir une traduction en française. Donc, voilà. Maintenant, merci beaucoup. Au revoir. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir, Aminata. Au revoir. Au revoir.